Chapitre 60. 6 mois s'écoulèrent entre ses premières amours et ses premiers travaux. Outre nos réunions chez Louise Brézette, réunions qui avaient lieu tous les soirs, nous nous voyions, Adèle et moi, 2 ou 3 fois par semaine dans le pavillon où sa mère lui avait, à notre grande joie à tous deux, permis d'établir son nouveau domicile. Cette obligation pour elle de me venir ouvrir la porte de l'allée, cette obligation pour moi de passer devant la porte à coucher de sa mère, présentait de telles difficultés que j'avais rêvé longtemps à un autre moyen de parvenir jusqu'à elle. Ce moyen, à force d'y rêver, je l'avais trouvé. En examinant bien la topographie des environs, j'avais avisé à 3 portes de la maison d'Adèle une porte d'allée donnant sur une espèce de passage, lequel donnait lui-même dans une espèce de jardin. Un mur et 2 haies séparaient ce jardin de celui d'Adèle. De son jardin, où j'avais libre entrée le jour, j'étudiai soigneusement les localités et je vis que toute la difficulté était d'ouvrir la porte de la rue, de traverser le passage, de pénétrer dans le jardin, de franchir le mur et d'enjamber les 2 haies. Après quoi, je venais frapper au contrevent, Adèle m'ouvrait et tout était dit. Mais comme je l'ai fait remarquer, il s'agissait d'ouvrir la porte et de traverser le passage. La porte fermait à clé et le passage était la nuit gardé par un chien moins dangereux par sa taille et par la lutte qu'il pouvait livrer que par le bruit qu'il pouvait faire. Tout cela fut l'affaire de 8 nuits. Une nuit, pour m'assurer, au milieu des aboiements de Mufti, le chien s'appelait Mufti, une nuit, dis-je, pour m'assurer au milieu de ces aboiements que la serrure ne fermant qu'à un tour, je pouvais ouvrir cette porte avec la pointe de mon couteau, et cette autre pour faire connaissance avec Mufti que je séduisis peu à peu en lui passant par-dessous la porte des croûtes de pain et des os de poulet. Les 2 ou 3 dernières nuits, Mufti, habitué à l'aubaine que je lui réservais, impatient de mon arrivée, m'attendait longtemps d'avance, me sentant venir à 20 pas, et à mon approche grattant de ses 2 pattes la porte, et se plaignant tendrement que cet obstacle nous séparât. Le 8e jour, ou plutôt la 8e nuit, convaincu que j'avais dans Mufti non plus un adversaire mais un complice, j'ouvris la porte, et selon mes prévisions, Mufti, tout joyeux de se trouver en rapport plus direct avec un homme qui lui transmettait de si succulents reliefs, Mufti sauta après moi en me donnant les signes d'une amitié à laquelle je ne pouvais faire qu'un reproche, c'était de se manifester de façon trop bruyante. Cependant, comme tout enthousiasme se calme, l'enthousiasme de Mufti se calma, et passant au témoignage d'une affection plus douce, me permit de me hasarder plus avant. J'avais choisi, pour cette première tentative d'effraction et d'escalade, une de ces sombres nuits d'automne dont la lune est complètement absente. J'avais le pied léger, l'oreille active. J'avançais sans faire crier un seul grain de sable sous mes pieds. Derrière moi, il me sembla qu'on ouvrait une porte. Je précipitai mes pas, je gagnai un grand carré de haricots haram, dans lequel je me précipitai comme Gulliver dans son champ de blé, et là, Mufti caché entre mes jambes, son cou maintenu entre mes 2 mains, afin d'avoir la faculté d'intercepter le moindre cri qui lui prendrait l'envie de pousser, j'attendis. C'était en effet un des habitants du passage. Il avait entendu du bruit. Pour savoir qui avait causé ce bruit, il fit un tour dans le jardin, passa à 2 pas de moi sans me voir, tout ça en homme qui commence à s'enrhumer, et rentra chez lui. Je lâchai Mufti. Je m'élançai aux espaliers, je sautai de l'autre côté du mur, je franchis les 2 haies, et je courus au contrevent. Mais je n'eus pas besoin de frapper. Avant de l'atteindre, j'entendis un souffle, je vis une ombre, je sentis 2 bras étendus qui m'enlacèrent tout tremblants et m'entraînèrent dans le pavillon dont la porte se referma sur nous. Oh, si j'eusse été poète à cette époque, les adorables vers que j'eusse faits en l'honneur de ces premières fleurs nourries dans le jardin de nos amours. Mais hélas, je n'étais pas poète encore pour mon compte, et je me contentais de dire à Adèle les élégies de Parny ou de Bertin, qui, je crois, l'ennuyaient.
J'ai déjà fait remarquer à propos des vêpres siciliennes combien cette chère enfant avait l'esprit juste. Je la quittai selon l'habitude vers 2 ou 3 heures du matin. Selon l'habitude encore, je pris par le parc et je revins à la maison en faisant un grand détour. J'ai dit le chemin que je suivais et comment j'étais obligé de sauter par-dessus un grand fossé pour passer de la plaine dans le parc, afin de n'être pas obligé de faire le même saut 3 ou 4 fois par semaine, ce qui, dans les nuits sombres, ne laissait pas que de devenir assez périlleux. J'avais fait, à l'un des angles du fossé, un assez fort amas de pierres, de sorte que je n'avais qu'à me laisser glisser dans cet angle, ce qui me permettait de sauter en 2 fois. Cette nuit-là, en sautant dans le fossé, j'aperçus, à 4 pas de moi, une ombre qui me parut un peu moins caressante que celle qui m'attendait dans le jardin et m'avait attiré dans le pavillon. Cette ombre tenait à la main non pas l'ombre d'un bâton, mais un bel et bon bâton dans toute sa noueuse réalité. Du moment où j'ai été homme et où un danger s'est présenté à moi de jour et de nuit, je puis le dire hautement, j'ai toujours marché droit à ce danger. Je marchai donc droit à l'homme et au bâton. Le bâton se leva et retomba dans ma main. Alors se passa dans ce fossé sombre une des luttes les plus acharnées que j'ai soutenues dans ma vie. C'était bien moi qui étais attendu, et c'est bien à moi qu'on en voulait. L'homme qui m'attendait avait le visage noirci, et par conséquent, je ne pouvais le reconnaître, mais sans le reconnaître, je l'avais deviné. C'était un jeune homme de 24 ou 25 ans, j'en avais 18 à peine, mais j'étais fort, rompu à tous les exercices du corps, à la lutte surtout. Je parvins à le prendre à bras-le-corps et à le renverser sous moi. Sa tête porta sur une pierre et sonna sourdement. Tout cela se passait sans qu'il y eût une parole proférée de part et d'autre. Cependant, il devait être blessé. Je sentis qu'il fouillait à sa poche et je compris qu'il y cherchait un couteau. Je lui saisis la main au-dessus du poignet et parvins à la lui tordre de telle façon que ses doigts s'ouvrirent et que le couteau tomba. Par un mouvement rapide, je m'emparai du couteau. Un moment, j'eus cette terrible tentation, et c'était bien mon droit, d'ouvrir le couteau et de l'enfoncer dans la poitrine de mon antagoniste. La vie d'un homme tient à un fil. Si ma colère eût rompu ce fil, cet homme était mort. J'eus sur moi la puissance de me relever. Je tenais déjà le couteau d'une main, je pris le bâton de l'autre, et fort de ces 2 armes, je laissai mon adversaire se relever à son tour. Il fit un pas en arrière et se baissa pour ramasser cette même pierre contre laquelle s'était heurtée sa tête. Mais au moment où il se redressait, la pointe du bâton le frappait au milieu de la poitrine et il sautait à 10 pas. Et cette fois il était évanoui, sans doute, car il ne se releva point. Je remontai le talus du fossé et m'éloignai à reculons. J'avais senti une telle haine dans cette agression inattendue que je craignais quelque traîtrise. Personne ne reparut, et je regagnai la maison, fort ému, je l'avoue, de cet incident. Je venais certainement d'échapper à l'un des dangers les plus réels que j'aie jamais connus. Cet événement eut, pour une personne qui y était étrangère, des suites assez graves, et m'amena à commettre la seule action mauvaise que j'ai à me reprocher dans le cours de ma vie. Le reproche est d'autant plus grand que cette action mauvaise, je la commis vis-à-vis d'une femme. Au moins de ma part, n'y eut-il aucune préméditation. Je regagnai la maison, comme je l'ai dit, fort content d'en être quitte pour quelque contusion, et tout fier, au bout du compte, d'avoir laissé mon adversaire sur le carreau. Le lendemain matin, j'allai chez Delaponce. Comme pareille agression pouvait se renouveler avec des combinaisons plus dangereuses encore pour moi que celles auxquelles j'avais échappé, je voulais emprunter des pistolets de poche que j'avais vus chez lui. Il lui était difficile de lui faire cet emprunt sans lui en dire la cause. Je la lui dis. Seulement, comme lui faire connaître le théâtre de la lutte, c'était lui dénoncer, ou à peu près, la maison d'où je sortais, je lui indiquai une autre localité. Cette autre localité que j'avais prise au hasard, c'était un endroit du manège où, dans une ruelle assez étroite, venaient aboutir les issues de 3 maisons.
Ces 3 maisons étaient habitées, l'une par Hippolyte Leroy, cet ancien garde du corps dont j'ai déjà parlé à propos de nos mésaventures chez M. Collard, et qui devait devenir bientôt mon cousin en épousant Augustine. L'autre par la famille de Leuven, l'autre enfin par le notaire à qui maître Menson avait raconté mes désastres amoureux et qui, ainsi que je l'ai dit, avait épousé Éléonore, la seconde fille du premier mariage de M. de Violaine. J'ai dit en parlant de M. Lebègue combien la grâce charmante et l'esprit un peu mondain de sa femme lui avaient suscité d'inimitié dans une petite ville où toute supériorité est un motif de jalousie. Or, j'avais raconté à d'autres que de la Ponce l'attaque nocturne dont j'avais failli être victime, et aux autres, comme à de la Ponce, pour dérouter les soupçons, j'avais indiqué cet endroit du manège dont je viens de faire la topographie. D'où pouvais-je sortir à 2 heures du matin lorsque j'avais été attaqué à cet endroit du manège? Ce ne pouvait être de chez Hippolyte Leroy, ce ne pouvait être de chez Adolphe de Leuven. J'eusse appelé à mon aide et l'on fut venu. C'était donc de chez M. Lebègue, ou plutôt de chez Madame Lebègue. Au reste, ces mauvais propos, tout mensongers qu'ils étaient, pouvaient être motivés sur quelques apparences. Si facile que je fusse à être raillé, peut-être même parce que je prêtais au coup de la raillerie un flanc trop mal cuirassé, Madame Lebègue m'épargnait plus que ne le faisaient ses sœurs. Madame Lebègue était jolie, spirituelle, coquette. Elle faisait de loin à ses amis, avec une main charmante, les gestes les plus gracieux du monde. De près, elle laissait regarder, admirer, baiser même cette main avec le laisser-aller aristocratique des femmes qui ont une jolie main. Hélas, c'était là tout son crime. Le crime était grand, car la main était jolie. J'aimais beaucoup Madame Lebègue. Je l'aimais même, je puis le dire aujourd'hui, d'une amitié qui eût été plus que de l'amitié si elle y eût consenti. Mais outre qu'elle ne m'avait jamais donné le moindre encouragement, à peine étais-je près d'elle que son habitude du monde, la supériorité de son esprit sur le mien, ses airs de grande dame surtout, me replongeaient dans les plus profonds abîmes de cette timidité dont j'avais, lors de mes premières amours, donné de si éclatantes preuves. Un jour, sans que je susse d'où venait ce bruit, sans que je me doutasse de la cause qui l'avait fait naître, j'entendis murmurer à mon oreille que j'étais l'amant de Madame Lebègue. J'aurais dû, à l'instant même, repousser ce bruit avec indignation. J'aurais dû faire à cette calomnie la justice qu'elle méritait. J'eus le tort de la combattre faiblement et tout juste ce qu'il fallait pour que ma vaniteuse dénégation eût tout le poids d'un aveu. Il faut dire aussi que je fus, dans cette circonstance, admirablement servi par la malignité publique. Pauvre esprit faussé que j'étais, j'eus un moment de joie, une heure d'orgueil à ce bruit qui eût dû me faire rougir de honte parce que j'avais laissé croire une chose qui n'était pas. Je portais bientôt la peine de ma mauvaise action. D'abord ce bruit me brouilla avec la personne qui en était l'objet. Madame Lebègue me crut plus coupable que je ne l'étais. Elle m'accusa d'avoir fait naître cette calomnie. Sur ce point, elle se trompait. Je l'avais laissé vivre, laissé grandir, voilà tout. Il est vrai que c'était bien assez. Elle me ferma sa maison, maison amie, à moi et à ma mère, et qui, dès lors, nous devint hostile à tous deux. Madame Lebègue ne me pardonna jamais. Dans 2 ou 3 circonstances de ma vie, je me sentis piqué de l'aiguillon de la haine qu'elle m'avait vouée. Je n'essayais jamais de rendre la blessure reçue, je sentais dans ma conscience que j'avais mérité de la recevoir. Partout où j'ai rencontré depuis Madame Lebègue, j'ai détourné la tête devant elle, j'ai baissé les yeux devant son regard. Le coupable avouait tout bas son crime, aujourd'hui il l'avoue tout haut. Mais aussi, cette confession faite, je puis dire hardiment au reste de l'humanité, hommes ou femmes, regardez-moi et essayez de me faire rougir. Le lendemain de cet événement, j'eus la curiosité de visiter le lieu du combat. Je ne m'étais point trompé. La pierre sur laquelle avait porté la tête de mon adversaire était ensanglantée à son aspérité la plus aiguë, et quelques cheveux, dont la couleur me confirma dans mes soupçons, qui d'ailleurs étaient déjà devenus une certitude avant cette dernière preuve, étaient demeurés attachés à ce sanglant vestige.
Le soir, je vis Adèle. Elle ignorait encore ce qui m'était arrivé. Je lui contai tout, je lui dis qui je soupçonnais, elle se refusait à croire. Juste en ce moment, un chirurgien nommé Rénal passait. Je l'avais vu le matin revenir dans une direction qui était celle qui conduisait à la maison de mon blessé. J'allais à lui. « Qu'a donc un tel ?» lui demandai-je, qu'on vous a envoyé chercher chez lui ce matin. « Ce qu'il a, ce garçon ?» me répondit-il avec son accent provençal. « Oui. Eh bien, il y a que sans doute cette nuit on n'y voyait pas bien clair, et que, pressé qu'il était de rentrer, il a été donné de la poitrine dans le timon d'une voiture. Le coup s'est trouvé si violent qu'il en est tombé à la renverse, et qu'en tombant, il s'est fendu la tête. Et quand lui faites-vous votre seconde visite ? Demain, à la même heure qu'aujourd'hui. Eh bien, docteur, dites-lui de ma part que, passant cette nuit derrière lui, à l'endroit même où il est tombé, j'ai trouvé son couteau et que je le lui renvoie. Ajoutez, docteur, que c'est une bonne arme, mais que, cependant, l'homme qui n'aurait que cette arme-là aurait tort de s'attaquer à un homme qui aurait 2 pistolets pareils à celui-ci. Je crois que le docteur comprit. « Ah ah, fit-il, bon, sois tranquille, je le lui dirai. » Je présume que de son côté, l'homme au couteau comprit aussi, car je n'en entendis jamais reparler, quoique 15 jours après, je dansasse vis-à-vis de lui au bal du parc.